Merci de suivre Télémétropole. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre première édition de Métro News pour cette semaine. Au sommaire de l'actualité, le Conseil présidentiel a adopté une résolution prévoyant la présidence tournante et le vote des décisions avec une majorité de 5 membres sur 7. Le collectif du 30 janvier affirme que la résolution adoptée par le Conseil présidentiel prévoyant la présidence tournante et le vote des décisions de la majorité de 5 membres est entaché d'office de forme et met en péril l'existence de cette structure. Pour en parler ce soir, nous aurons avec nous Liné Balthazar, président du PHTK et membre du collectif. Et puis également, c'est ce lundi 13 mai que le Conseil présidentiel a procédé à l'ouverture officielle des candidatures au poste de Premier ministre. Les pièces des candidates et candidats seront reçues du 13 mai au 17 mai. Bonsoir à tous. Comme annoncé, le Conseil présidentiel de transition a récemment adopté des dispositions déterminant son organisation et son fonctionnement. Conformément à ces déclarations officielles, le CPT annonce instaurer une présidence tournante pendant la période de transition. Ainsi, les 4 coordonnateurs agissant en tant que président du Conseil se succéderont selon un calendrier précis. Edgar Leblanc-Fils assumera cette fonction du 7 mai au 7 octobre 2024, Smith Augustin du 7 octobre 2024 au 7 mars 2025, Leslie Voltaire du 7 mars 2025 au 7 août 2025 et Louis-Gérald Gilles du 7 août 2025 au 7 février 2026. Néanmoins, le projet de décret spécifie que les 9 membres du Conseil bénéficieront des mêmes droits et prérogatives. Le collectif du 30 janvier a exprimé des préoccupations concernant la résolution relative à la prise de décision majeure concernant le fonctionnement du Conseil présidentiel de transition. Dans une lettre adressée ce 13 mai au coordinateur du Conseil, Edgar Leblanc-Fils, les signataires ont souligné que cette résolution, jugée entachée de vices de fond et de forme, met en danger l'existence et la viabilité du Conseil présidentiel pour plusieurs raisons. Selon eux, la question de la présidence tournante et l'exigence d'une majorité qualifiée de 5 voix sur 7 ne correspondent pas au terme de l'accord du 3 avril. Le collectif du 30 janvier dit rester attaché au processus consensuel entamé le 11 mars 2024, qui a conduit à la formation du Conseil présidentiel. Par conséquent, il appelle le Conseil présidentiel à respecter et à faire respecter les conditions d'existence et de validité des actes juridiques. Pour fournir un éclaircissement sur les motivations de cette correspondance, nous accueillons sur le plateau de Métro News ce soir le président du PHTK et membre du collectif du 30 janvier, Liné Balthazar. Monsieur Liné Balthazar, bonsoir. Bienvenue sur le plateau Métro News. Bonsoir, Madame Batelmi. Bonsoir à toutes les fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Métro News. C'est avec plaisir que m'a prêté exercice oral, examen oral avec vous-même sur la situation pays. Alors justement, nous pourrions parler de situation politique là, notamment. Et nous connaissons que le PHTK qui fait partie du collectif du 30 janvier, qui d'ailleurs c'est partie prenante dans le Conseil présidentiel de transition, ça que nous gagnons. Mais nous avons une note qui, dans correspondance qui datait de ce 13 mai 2024, nous exprimait préoccupation, notamment par rapport avec résolution qui relative avec prise de grandes décisions CPO, pour qui ça, je viens de retourner sous ça à travers la correspondance là. Bon, moi, très rapidement, ce n'est pas point de vue PHTK m'a défendu, je dis, c'est point de vue collectif là, qui c'est un ensemble de partis politiques qui gagnent pour ça qui est lié, c'est le fait que vous voulez habitué à participer à l'élection, vous habitué et vous voulez participer dans l'élection. L'aide ça est venu après un document que nous avons circulé sur les réseaux sociaux qui fait état d'une résolution que le Conseil présidentiel a pris pour instaurer la présidence tournante et de 2
instaurer une sorte de majorité qualifiée de 5 membres sur 7. Or, il se trouve que les documents qui baillent naissance à conseil là, que ce soit, nous on a parlé de documents d'État, et conseil présidentiel là, comme un organisme d'État, donc il fait pour soumettre à loi de la République. Et son décret qui baille naissance à des conseils là, son arrêté qui publié, publié non monde qui fonctionnait dans le conseil là. Et donc ensemble de documents ça a constitué le cadre légal pour conseil là. Or l'emploi et le document ça a pas fait mention ni de présidence tournante ni de majorité qualifiée de 5 membres sur 7. Au contraire, décret qui portait création de conseil présidentiel, là, il mentionnait seulement majorité de membres, c'est-à-dire majorité simple, 4 membres sur 7. Et la présidente dit très clairement que le conseil est dirigé par un de ses membres. Donc, pas gain à faire de président tournant. Alors, comme nous prenons résolution, je termine là-dessus, résolution, ça que vous prenez, c'est son bagage personnel et informel et résolution qui pas qu'à modifier les lois de la République qui baillent naissance et qui conditionnaient les gens pour le conseil à fonctionner. Voilà. Alors, on a retourné M. Balthazar sur la question de la présidence tournante. Donc, on est effectivement, après élection, qui mettait à la tête de ce conseil M. Edgar Leblanc-Fils comme coordonnateur de cette période transitoire. Après, par la suite, effectivement, la question de la présidence tournante a pas le posé. Et selon les informations, ça t'a fait à partir de un vote. Est-ce que ça t'a dit que nous-mêmes, au niveau de collectif 30 janvier notamment, nous contester le vote qui était fait là? Puisque c'est un vote qui était fait, majoritairement le conseil a été voté, est-ce que nous-mêmes, au niveau de collectif du 30 janvier, vous contestez ce vote? Non, nous, collectif 30 janvier, nous demandons tout simplement que membres conseil respecter les lois de la République. Décret accord 3 avril qui baille création, c'est-à-dire nous aller plus loin, aller là accord qui signé entre les secteurs qui baille naissance à conseil présidentiel là. Il n'est pas mentionné ni majorité qualifiée ni présidence tournante. Et je veux dire qui s'en a réclamé, qui s'en a demandé. Nous réclamons tout simplement que le Conseil fonctionne sur la base de 1, accord politique du 3 avril, et de 2, sur la base du décret du 12 avril qui dit très clairement que le président du Conseil est choisi par une majorité de membres si jamais il n'y a pas consensus. Nous pas réclamer rien, non, nous pas dit que l'élection faite pas bon, non, nous dit tout simplement que le 30 avril, ça t'est passé comme il y a une majorité de conseillers de 4 sur 7 qui dit que yo prononcé en faveur de M. Edgar Leblanc comme président et comme conseiller et comme dit coordonnateur du conseil. C'est ça seulement que nous dit que c'est une application stricte de l'article 3 du décret. Donc, si il y a des gens qui, parce qu'ils ont perdu l'élection, ils ont pensé contester, et c'est ça nous dit qui pas faisable. Et le conseil n'a pas autorité, les conseillers n'ont pas de légitimité, n'ont pas autorité pour eux-mêmes modifier les règles du jeu qui sont établies dans le décret. Alors, donc, si vous voulez modifier tout simplement, sont l'autre décret qui vous modifier et décret qui est établi. C'est ça seulement nous dit, nous rappeler que conseillers, que eux-mêmes, ils pas mettre tête, et ils n'ont pas élu, ils ne sont pas capables de modifier les lois de la République à leur guise, à leur volonté. Sinon, c'est eux qui mettent le pays à la crise et c'est eux qui mettent le conseil là en crise.
Monsieur Balthazar, parlant des règles du jeu, n'a pas retourné dans l'élection 30 avril qui était faite là. On connaît que la même majorité qui avait effectivement voté M. Edgar Leblanc fils comme le coordonnateur du Conseil, t'a également tout proposé Fritz Bélizière comme Premier ministre, ce qui n'était pas non plus dans l'accord du 3 avril. Vous avez un commentaire sur cela? Bon, mais nous très clairement, après, nous avons fait sortir une note pour nous dire que ça, c'était la désignation de M. Bélizière dans les conditions qu'elle était faite là n'était pas appropriée, c'était une, pour ne pas dire une faute, mais c'était une incongruité. Donc, nous demandons que, nous demandons, et nous, jusqu'à présent, nous demandons à ce qu'ils retournent à la procédure qui était définie dans l'accord du 3 avril, qui dit dans quelles conditions pour un Premier ministre désigné. Donc, c'est deux choses différentes. Le fait que la majorité de conseillers qui étaient désignés, qui étaient portés choix sur M. Leblanc comme coordonnateur, c'est une chose. La désignation de M. Bélizière comme candidat unique au poste de Premier ministre, il va désigner comme Premier ministre, non? Il était dit, il a désigné comme candidat unique de ce groupe comme Premier ministre. Donc, nous dit que c'était inapproprié et nous avons fait sortir une note en ce sujet. Nous dit qu'il fallait que la procédure de nomination du Premier ministre suive son cours et ça a été établi dans l'accord du 3 avril. Dernière question, M. Balthazar. Toujours concernant le choix du Premier ministre, nous connaissons que il y a plusieurs secteurs qui voyé de personnalités qui pourraient poser candidature dans le poste Premier ministre. Est-ce que nous-mêmes, au niveau du collectif de 30 janvier, nous avons désigné un monde qui pourrait représenter nous? Bon, l'accord 3 avril a pas fait obligation, mais il a nos possibilités, il a tous les signataires, toutes les parties prenantes, ça les parties prenantes et les gens qui étaient concoctés à l'accord. Donc, il fait bonne possibilité pour nous choisir un Premier ministre. Mais nous rendons compte que Jean et conseillers eux-mêmes, ils ont comporté à la tête du Conseil. Le fait qu'il a créé une bonne incertitude, et ils ont même fragilisé l'institution, il a fragilisé le processus de nomination du Premier ministre, parce que quand il y a là, un monde qui a posé candidature comme Premier ministre, il ne va pas connaître si c'est 4 membres qui peuvent voter pour lui, ou bien si c'est 5 membres. Donc, nous avons besoin d'abord qu'au niveau du Conseil, qu'il y ait un minimum de sérénité et de sérieux qui restauré, à savoir que pour rassurer le monde sur le fait qu'il a conduit le processus là de manière à inspirer confiance à tout le monde, de manière non partisane. Et à ce moment-là, le collectif a déterminé s'il a choisi, vous voyez, un candidat ou bien tout simplement s'il a abstenu de voyez un candidat. Et parce que Jean Bagay est là, pas rien qui garantit que le conseil là-dedans. Jean l'a fonctionné, Jean l'a voyé des signes contradictoires. Il n'a pas le fourrer tête dans des bagages compliqués au point que même choix Premier ministre, il est capable de pas faire sans pas entraîner des contestations. Or, c'est la pire des choses qui est arrivée dans nos pays actuellement, que le Conseil a désigné un Premier ministre et que il mettait le pays en plus de problèmes parce que tout simplement, le monde n'est pas d'accord avec les règles qu'il a pas appliquées, Jean a fait là. Encore une fois, nous tout simplement voulons rappeler aux conseillers que ne pas mettre tête et que sont là comme des serviteurs de la République. Ils ne sont pas là pour servir le monde qui te voit, ils sont plus là pour servir la République et faire des bagages qui inspirent confiance à ceux qui ont voté et à ceux qui sont contre eux. Donc, ils sont là pour représenter les citoyens, que ce soit tous citoyens, toutes catégories, que ce soit le monde qui remet, que ce soit le monde qui ne remet pas. Vous rappelez donc au conseil présidentiel qu'ils sont des serviteurs. Merci infiniment, M. Liné Balthazar. Merci, Métropole, et c'est avec plaisir que je soumets à cet exercice encore une fois. Merci beaucoup. Merci encore à vous. Oui. Voilà, c'était avec nous M. Liné Balthazar, le président du PHTK et notamment représentant du collectif du 30 janvier. Il était notre invité ce lundi pour commenter l'actualité politique. Merci de votre fidélité à Metro News. La suite des informations. L'appel à candidature pour le poste de Premier ministre est désormais ouvert.
annonce le Conseil présidentiel dans une note en date du 11 mai 2024. Les candidatures qu'elles émanent de femmes ou d'hommes seront acceptées du 13 au 17 mai 2024. Les dossiers présentés sous pli cacheté doivent être déposés à la villa d'accueil située à Musso et à l'adresse électronique suivante secrétariat général présidence 24@gmail.com. Conformément à l'article 6 de l'accord du 3 avril, les candidatures doivent obligatoirement être parrainées par les secteurs composant le CPT ou s'alignant sur le dit accord. Tout dossier de candidature doit être accompagné d'une lettre d'adhésion du secteur à l'accord mentionné. En vertu des dispositions des articles 51, 52 et 52.1 de l'accord du 3 avril, et tenant compte de l'urgence de former un gouvernement de transition, les candidats sont tenus de s'engager par acte notarié à fournir au plus tard 30 jours après l'investiture du Premier ministre les documents suivants sous peine de sanctions prévues par la loi: certificat de police délivré par la Direction centrale de la police judiciaire ou un casier judiciaire délivré par le TPI, déclaration définitive d'impôt sur le revenu et le certificat de déclaration de patrimoine. Toujours dans ce chapitre, la sécurité, le redressement économique, l'agriculture, tels sont les dossiers prioritaires du Conseil présidentiel de transition. C'est ce qu'a fait savoir le conseiller président Fritz Alfonjean. L'ancien gouverneur de la Banque centrale a mis l'accent sur la nécessité de résoudre le problème de l'insécurité afin de permettre aux citoyens de la capitale de vaquer librement à leurs occupations. Il a fait remarquer que la mise en place du Conseil de sécurité et de défense est actuellement en cours. Selon lui, cette structure va servir d'interface avec la force multinationale qui doit être déployée dans le pays ce mois-ci. Par ailleurs, il a fait savoir que le Conseil présidentiel ne coûtera pas plus cher que l'ancienne présidence. Il explique que chaque conseiller aura droit à un petit cabinet comprenant 2 conseillers et 2 consultants. Il y a une instance que nous appelons le Conseil national de sécurité. Conseil national de sécurité, ça, c'est lui-même, c'est mise en place, là, fait qu'on y a là, pendant qu'on a parlé, discussion, fait entre nous-mêmes, pour nous connaître le monde qui a choisi, le monde qui a supposé faire partie du conseil là. Et ces conseils, ça, si on les qui parle interface avec différentes forces publiques dans le pays, interface tout avec l'autre force internationale qui est supposée dans le pays, accompagner PNH, accompagner les forces armées d'Haïti pour assurer nous que y a un autre environnement que nous installé. Parce que l'environnement, ça que nous avons parlé là, c'est un environnement qui s'est supposé permettre nous d'aller vers des élections. Parce que si il y a une mission que le Conseil ça a justement, c'est permettre nous d'arriver à des élections crédibles, à des élections fiables dans le pays d'Haïti. Pour nous remplacer cette classe politique-là. Il y a, si nous voulons, une nouvelle dynamique en termes de problèmes de sécurité dans le pays. Par rapport à une nouvelle dynamique, ça, il y a de l'autre stratégie pour nous garder. Nous ne pouvons pas regarder même instance qui était là, qui a des difficultés par rapport à non seulement à l'environnement lui-même, mais par rapport à gens de structurer. Le conseil, ça que nous avons parlé là, c'est des gens qui ont expérience, que ce soit des experts nationaux, des experts internationaux, qui ont expérience dans la question de sécurité. Donc, qui parlent chita, qui parlent interface là, si nous voulez, parce qu'il faut gagner des interfaces correctes, solides, et interfaces qui comprennent la question de sécurité, qui peuvent discuter non seulement avec forces de sécurité nationale, mais forces étrangères qui sont là dans le pays. Donc, Donc, on y a là, et pas des mots pour nous dire pour nous qui créent violence, nous disons, et Haïti, nous avons un fou extrêmement important. Haïti, nous avons un fou côté que nous pourrons changer de cap. Il y a des gens qui pourront engager dans le changement ça, que Haïti parle là. Il y a des gens probablement qui pourront camper en face changement ça, mais changement ça a fait avec ou sans eux. Donc, nous pensons que dans le cas fou ça que nous sommes là, il faut que tout petit pays d'Haïti, que ces gens qui ont affaire, que ces gens justement qui ont subi situation de chaos ça, et qui fait que les âmes viennent tomber dans le maillot, parler de jeunes garçons, jeunes femmes, il faut que qu'on ait que nous à la veille d'un gros changement dans le pays. Et changement ça supposé fait pour tout le monde. Est-ce que le Conseil n'est pas trop budgétivore par rapport aux besoins du pays? Comme économiste, premier bail que nous regardons, c'est ça. La première exigence que nous faisons. Et exigence, c'est que le budget que tu as pour la présidence, là, est supposé pipiti avec 9 membres. Et c'est exactement le cas. Le budget que tu as pour la présidence, là, l'autre tu as un président,
il pipiti que budget de fonctionnement ça qu'on parler là. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des services qui ont éliminé? Et il y a tout le monde qui était là comme conseiller, comme consultant, comme tout allé. Ça qu'on gagne qui existait au niveau de la présidence, le nouveau président venu, c'est petit personnel là qui était. Et avec sécurité et puis il y a des gens qui sont en communication qui est là depuis longtemps et puis qui est là. Mais le gros staff n'est plus là. Et de la présidence, son cabinet collectif de la présidence, qui lui-même est composé de monde qui sont pas oubliés. Nous-mêmes, là, on a parlé de accords politiques qu'on a regardé, sont accords politiques qui ont des chantiers. Chantier de redressement économique, chantier de sécurité, chantier de, tu vois, des fois succès, etc. Donc, c'est différents mondes là. Et chaque conseiller peut gagner et deux consultants. Et avec deux conseillers. C'est tout. Donc, on va gagner deux conseillers, ça, voilà. C'est eux-mêmes qui peuvent faire partie de conseil là, de cabinet, si vous voulez. Toujours concernant le Conseil présidentiel de transition, le CPT a effectué une visite à l'aéroport international Toussaint Louverture jeudi dernier. À cette occasion, le conseiller présidentiel, M. Leslie Voltaire, s'est rendu au commissariat de l'aéroport afin de prendre connaissance des opérations en cours. Selon le Conseil, cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Conseil de transition pour faciliter la reprise des vols dans les plus brefs délais et pour améliorer les conditions de travail des policiers et des soldats affectés à cet endroit stratégique. L'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Denis Hankins, a effectué samedi une visite à l'aéroport international Toussaint Louverture. Il en a profité pour remettre un lot d'équipements à la police. Le diplomate a par ailleurs fourni des explications en ce qui a trait à la présence des soldats américains qui participent à la construction de la base devant accueillir la force multinationale. L'ambassadeur Hankins confirme que d'autres vols militaires sont attendus afin d'apporter des matériels nécessaires à l'aboutissement du processus de construction de la base. Autre information à Metro News suite à la reprise du contrôle du commissariat de Gressier par des agents de l'ordre le dimanche 12 mai 2024. La PNH renforce ses dispositifs de sécurité et maintient sa présence dans la commune de Gressier. Des agents du sapeur-pompier sont sur place en compagnie des policiers de différentes unités en vue de procéder au nettoyage du commissariat de Gressier où des individus armés ont tenté d'incendier le bâtiment pendant leur attaque dans la soirée du vendredi 10 mai dernier. Outre cela, d'autres agents de l'ordre poursuivent la traque des gangs armés afin de les démanteler. Et puis pour clore la page nationale de Metro News, une tendance vers la reprise des activités a été constatée dans plusieurs zones de la région métropolitaine de Port-au-Prince ce lundi. Des écoliers ont repris le chemin de l'école, des institutions bancaires fonctionnent, y compris de nombreuses institutions publiques de la place. Des marchands ambulants, des petits commerçants entre autres, sont de retour sur les trottoirs. La vie reprend ses droits timidement mais sûrement. Parallèlement au centre-ville, c'est l'encéphalogramme plat. Toutes les activités sont paralysées et des interrogés ne cachent pas leur indignation par rapport à cette situation. Une équipe de métropole a effectué une visite dans plusieurs endroits de la capitale ce lundi. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Lentement mais sûrement, une tendance vers la reprise des activités a été constatée ce lundi à Delma, à Pétionville, à Frères, sur la route de l'aéroport. Des entreprises ont ouvert leurs portes, des petits commerçants sont remarqués sur les trottoirs en train d'écouler leurs produits, des institutions bancaires fonctionnent bien que ce ne soit pas comme à l'ordinaire depuis la montée vertigineuse de l'insécurité. Plus de casse-tête pour faire le plein d'essence car ce produit, depuis tantôt une semaine, est disponible. Dans les rues, les écoliers sont nombreux à être remarqués. La majorité ne porte pas d'uniforme, ce qui rend les identifications un peu difficiles, mais l'idée est surtout de ne pas éveiller les soupçons, bien que quelques-uns le portent encore. Le climat est encore très fragile,
estiment des observateurs, certains croient que l'école fonctionne en catimini, bien d'autres y voient une sorte d'adaptation au climat qui règne dans le pays. La vie reprend ses droits petit à petit, certes, mais il est encore difficile de parler de toute la région métropolitaine de Port-au-Prince. L'État campé parce que l'État a le pouvoir faire toute bagaille. Même d'ailleurs nous, si l'État tape d'un mot pour nous, nous pas jamais depuis au coup de bandi coude nous pas jamais l'État vient parler avec nous aucun côté. Sur rien, c'est dans la rue n'a vu dans la rue nous était. Comprendre nous pas jamais l'État vient d'un mot avec nous. À la rue Oswald Durand, ce lundi, c'est encore la paralysie totale. Un véhicule blindé a été constaté dans l'espace, mais rien ne fonctionne. Quasiment tous les lycées et les écoles privées qui se trouvent au bas de la ville sont fermés, pillés ou brûlés. Lors de notre passage au centre-ville aux environs de 11 h du matin, des tirs sporadiques sont entendus un peu partout. La zone est déserte et même les chiens se montrent prudents. Les gangs renforcent leur emprise sur la zone métropolitaine de Port-au-Prince, font vivre l'enfer aux populations et mettent à nu les incapacités des forces de sécurité publique. Les groupes armés prennent force et l'insécurité prend des proportions de plus en plus alarmantes dans un contexte de grande confusion. Aujourd'hui, les commissariats et sous-commissariats sont la cible des bandits pour des attaques criminelles à l'encontre des policiers dépourvus de matériels adéquats. Il est évident, amis téléspectateurs, que selon les constats, il y a une bonne partie de la région métropolitaine de Port-au-Prince qui ne fonctionne pas. Certes, il y a des écoliers qui se sont rendus à l'école aujourd'hui, il y a des écoles professionnelles qui finalement ont rouvert leurs portes, mais quand on considère le centre-ville, eh bien, il faut dire que c'est la fermeture totale. Jusqu'à présent, environ 3 semaines après l'installation du Conseil, où dans de nombreux discours, il a été prononcé que le rétablissement du climat sécuritaire est une priorité. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien de concret. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour TD Métropole. Nous mettons un terme à notre première édition de Métro News pour cette semaine. Mais avant de partir, voici l'essentiel de l'information développée ce lundi. Le Conseil présidentiel a adopté une résolution prévoyant la présidence tournante et le vote des décisions à la majorité de 5 membres sur 7. Le collectif du 30 janvier affirme que la résolution adoptée par le Conseil présidentiel prévoyant la présidence tournante et le vote des décisions à la majorité de 5 est entachée de vices de forme et met en péril l'existence de cette structure. Pour en parler, nous avions reçu sur ce plateau Liné Balthazar, président du PHTK et membre du collectif. C'est ce lundi 13 mai que le Conseil présidentiel a procédé à l'ouverture officielle des candidatures au poste de Premier ministre. Les pièces des candidats et candidates seront reçues du 13 au 17 mai 2024. Ainsi s'achève donc notre première édition de la semaine. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. D'ores et déjà, passez une excellente semaine d'informations sur Télémétropole. Bonsoir.